c'est qu'on était 2 milliards d'habitants sur la planète dans les années 30. On a passé 7 milliards l'année dernière et on sera probablement 10 milliards à la fin de ce siècle. Ça sous-entend des changements et des changements qui sont déjà en route. C'est-à-dire qu'on a des espèces animales qui disparaissent et qui ont déjà disparu. Les petites grenouilles que vous voyez là n'existent plus. Nos enfants ne les verront plus. Tout ça, au nom du progrès, pratiquement on l'excuse. On a parlé de valeur tout à l'heure. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a aussi quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte dans nos vies modernes, c'est que ces disparitions, c'est aussi des plantes médicinales. Et il faut savoir que 60% des produits médicinaux qui ont été approuvés par les services sanitaires pour traiter le cancer sont issus de plantes depuis les 40 dernières années. Donc on est encore dedans. Les médicaments ne sortent pas des laboratoires en Europe ou aux États-Unis tout pur. Ça vient encore de la nature. Juste pour vous donner un exemple, j'ai vécu 20 ans à Madagascar. La petite fleur que vous voyez là s'appelle la pervenche de Madagascar. Cette pervenche permet de traiter la leucémie infantile. Il y a 60 000 vies qui sont sauvées chaque année grâce à la pervenche de Madagascar. Donc il y a des choses qu'il faut garder à l'esprit et qu'on ne voit pas toujours quand on est dans notre vie moderne. On va à la pharmacie, on se rend plus compte. À Madagascar, où j'étais, pendant que je faisais ce travail sur les crocodiles, je voyais que les forêts brûlaient. Il y a 200 000 hectares de forêts malgaches qui partent tous les ans. La forêt malgache, c'est une richesse incroyable. Il y a 10 000 plantes qu'on ne trouve qu'à Madagascar. Et là, les gens sont dans la misère. Ils ne brûlent pas la forêt pour le plaisir, ils ne brûlent pas la forêt pour s'enrichir. Les populations malgaches sont parmi les plus pauvres du monde et je crois qu'on est maintenant le pays le plus pauvre, dire qu'il ne soit pas en guerre. Et malgré ces richesses de la forêt. Donc ça, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Donc on me dit pourquoi pas. Et je vous rappelle que dans ces forêts malgaches, il y a ces plantes médicinales. Et il y a une jeune fille qui doit être dans la salle. Et je vous rappelle que le traitement de la leucémie infantile, on le doit à cette plante malgache qui est la pervenche de Madagascar. Cette jeune fille que vous voyez là, Madeleine, elle a eu la chance d'être adoptée par une famille mulhousienne. Maintenant, elle a 18 ans et à l'âge de 6 mois, elle avait la leucémie infantile. Elle a été sauvée grâce à cette plante, grâce aux plantes qui viennent de la forêt malgache. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a une opportunité quand même. Ces forêts qui brûlent, cette pauvreté, il y a quelque chose d'assez particulier qu'on ne connaît pas toujours. C'est que figurez-vous que pratiquement la moitié des espèces animales et végétales sur la planète se trouvent sur une toute petite partie de la planète. On parle de 44% des espèces sur 1,4% de la surface terrestre. Et ça, c'est une grande opportunité d'agir. Donc je me dis, on n'a jamais assez d'argent pour faire les choses qu'il faut faire pour gérer correctement notre environnement, mais si on va taper là-dedans, sur ces zones-là, au moins on va pouvoir décupler nos efforts. Et j'ai trouvé à Madagascar une petite forêt, qui est la forêt de Vuiman. Cette forêt est une richesse incroyable, comme d'autres forêts malgaches, 160 plantes médicinales, 3 plantes qui sont déjà exportées pour l'industrie pharmaceutique occidentale, 11 espèces de primates, 54 espèces de grenouilles sur 6 km². L'Europe, c'est 290 000 km², vous en avez 24. Donc 2 fois plus sur 6. Mais cette forêt de Vuiman avait perdu la moitié de sa surface forestière durant les 40 dernières années, tout en laissant les gens dans une misère totale. Les gens ne s'enrichissaient pas avec ça. Je me suis dit, Olivier, écoute, voilà un bon exemple, il faut y aller. Donc, il y a une douzaine d'années, je me dis, tiens, on va faire quelque chose. Et je vais vous passer tous les détails. Mais 10 ans après, cette fatalité qui était là, on l'a changée. La forêt primaire de Vuiman ne brûle plus. Et ce que vous voyez en jaune là, c'est la reforestation qu'on a fait avec des essences autochtones. Il y a pratiquement 300 000 hectares de forêt qui ont été replantés sur ces zones qui étaient totalement dégradées. Il n'y avait pas d'accès à la santé. On a construit des écoles. Maintenant, il y a des cantines scolaires. Je veux dire, on avait 30% des enfants qui étaient scolarisés. Maintenant, il y a 100% des enfants qui vont au primaire. Il y a encore plein de problèmes. Mais en tout cas, les gens, ils ont accès à la santé, ils ont accès à l'éducation, et il n'y a plus de déforestation. Et il y a aussi une valorisation des ressources naturelles. On a réussi à mettre en place des productions communautaires d'huiles essentielles. Les gens, ils prennent les feuilles des arbres, je vous passe encore une fois les détails, ils en font des huiles essentielles. Des huiles essentielles qui sont exportées partout dans le monde. Maintenant, aux grandes entreprises cosmétiques, je travaille avec des boîtes comme Chanel, comme Yves Rocher, comme Desange, avec maintenant des produits tracés qui viennent depuis le terrain, avec une vraie traçabilité certifiée ISO.
Maintenant, je vais vous dire, s'il y a une chose dont je suis fier, j'étais à Madagascar il y a encore une quinzaine de jours pour finir une passation. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait là, ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. On ne peut travailler qu'en équipe, surtout à ces niveaux-là d'approche holistique. Mais j'avais fini par avoir 150 salariés. Donc déjà, je faisais absolument plus ce qui me plaisait, je faisais que de l'administratif. Mais maintenant, ce sont des équipes malgaches sur le terrain et des équipes malgaches administratives qui gèrent tout ce travail-là, qui gèrent 6 aires protégées qu'on a créées depuis. Et ça, c'est vraiment la grande réussite là-dedans. Donc on a créé Man and Nature. Et l'idée de Man and Nature, c'est de se dire, si on a réussi à le faire à Madagascar, est-ce qu'on peut le faire autre part? Et on a essayé de voir si on pouvait monter ce concept de créer des liens entre le secteur privé et des entreprises, et des ONG locales. Est-ce qu'on pouvait le faire partout, un petit peu différemment? On a monté un projet au Pérou. On a trouvé les gens là-bas couper un palmier sauvage pour vendre des fruits sur le marché local. Très bien, pas de problème, parce que quand on est en Amazonie, on peut couper un palmier, ça repousse autour, c'est pas un problème. Sauf qu'ils étaient près d'Iquitos. Iquitos, c'est une ville de l'Amazonie péruvienne, une population croissante et croissante. Donc ils coupaient de plus en plus de palmiers, ça ne tenait pas la route. Donc c'était mauvais pour la biodiversité, beaucoup moins de palmiers, pas assez de palmiers, aussi mauvais pour les changements climatiques, puisqu'il y a aussi donc, ces abattages d'arbres, mais c'était aussi mauvais pour leur business à eux-mêmes, puisque ce n'était pas durable du coup. Donc on les a aidés par une ONG locale qu'on a trouvée. On leur a fourni une presse pour faire de l'huile avec ces fruits de ces palmiers-là, mais on a aussi impliqué une entreprise française, donc à présent une entreprise du sud de la France qui est spécialisée dans les huiles végétales et qui a apporté son expertise dans ce travail-là. Et maintenant, ces communautés locales, eh bien, elles vendent leurs huiles sur le marché international et elles ont appris à grimper aux arbres pour chercher leurs fruits et plus couper les arbres. Et donc maintenant, leur business est durable et aussi bien soutient la conservation de la nature. Au Burkina Faso, on a travaillé. Vous avez tous entendu parler du beurre de karité, je veux dire, qui est très utilisé en cosmétique un petit peu partout maintenant. Et le beurre de karité, on en trouve du bio, on en trouve de l'équitable, c'est génial. Moi, je suis allé au bord du parc national de la Pendjari. C'est un très très joli parc entre le Burkina Faso et le Bénin. Il y a des éléphants. C'est le dernier parc où on trouve des lions en Afrique de l'Ouest. Et quand je vais là-bas, je trouve des femmes qui sont obligées de couper des arbres au bord du parc pour vendre le bois au bord de la route. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et bien, donc on a aussi trouvé une ONG locale, on est allé voir, et on a dit, ben, ces femmes-là, ce sont celles qu'on devrait aider en priorité pour faire du beurre de karité et vendre du beurre de karité. Et c'est ce qu'on a fait, on a réussi à faire. Je bosse aussi comme consultant pour une entreprise de Desange, et maintenant, Desange utilise le karité qui est produit par ces femmes-là. Et ces femmes-là, elles ont une motivation, non seulement économique, mais aussi d'être impliquées dans la conservation de ces forêts du parc national. Au Népal, il y a beaucoup de développement. Il y avait un parc national et les gens ils faisaient des huiles essentielles et d'autres cultures au bord du parc. Il y a des éléphants, des rhinocéros. Et de temps en temps, les éléphants, ils aimaient bien venir dans les champs de blé pour manger un petit peu. C'est pas terrible quand on est paysan, un éléphant, je peux vous dire. Ouais, j'ai déjà dit tout à l'heure, ça prend pas mal de place. Mais les éléphants, ce dont les gens se sont rendus compte, c'est qu'ils aimaient moins la camomille que le blé, parce que ça sent un peu fort. Là, j'ai mes origines alsaciennes, juste petite parenthèse, moi je suis aussi plutôt houblon que camomille. Donc je comprends l'éléphant. On a aidé les populations locales, on va les aider à distiller mieux. On a trouvé une entreprise aussi grassoise en France, je veux dire, qui va aider les populations à faire une huile de meilleure qualité pour trouver le marché international. Et on va les aider, on va financer une barrière électrique, mais surtout avec la plus-value qu'ils vont faire avec les huiles essentielles à l'heure actuelle, eh bien, on va pouvoir financer l'entretien de cette barrière électrique. Et du coup, les éléphants, ils restent dans leur parc, et puis les gens peuvent faire leur culture dans les champs. Je pourrais continuer longtemps les histoires comme ça, mais on n'a pas beaucoup le temps. On a monté en 2 ans une douzaine de projets de par le monde, entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, jusqu'au Cambodge, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont possibles. On a regardé, est-ce qu'on pourra faire plus? Et l'année dernière, on a fait une petite étude juste sur l'Afrique. Et sur l'Afrique, on a vu qu'il y avait 70 projets qu'on pourrait faire potentiels pareils, avec une ONG locale, des communautés locales, la possibilité de valoriser des ressources, en gros, la possibilité d'inverser les tendances de destruction qu'on a à l'heure actuelle. Donc, je veux dire, c'est que c'est possible de faire des choses. Je veux dire, maintenant, il faut plus d'implication. On ne peut pas attendre le secteur public pour faire les choses. Mais ces implications du secteur privé, elles sont possibles et elles sont nécessaires. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est poursuivre ce boulot-là, c'est trouver des partenaires qui s'impliquent plus. Maintenant, je pense que c'est possible, on a montré que c'était possible de le faire,
Mais je peux vous dire que quand une entreprise ou un individu suit un projet directement dans le Sud, eh ben c'est fun quand même, parce que là, on revient à des choses essentielles, la réalité des choses. Et c'est aussi fun pour les employés, souvent des entreprises qui trouvent ça marrant de voir leurs entreprises faire des vraies choses efficaces sur le terrain et d'être partie prenante. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Moi, je vais essayer de poursuivre mon boulot, parce que je trouve que c'est essentiel que maintenant, eh bien, on aide les entreprises qui étaient un peu déconnectées, on l'a vu tout à l'heure avec aussi ces PME. Il faut qu'on refasse des liens essentiels et logiques pour savoir d'où viennent les produits. Est-ce que c'est normal qu'on puisse avoir des produits qu'on se met sur la peau ou des produits qu'on mange sans pouvoir savoir d'où viennent les ingrédients qui font ces produits? Et l'autre chose, eh bien, c'est que j'ai aussi envie justement qu'on fasse plus de projets comme ça, d'aider d'autres entreprises, d'autres individus à s'impliquer avec des ONG du Sud. Donc avec Man and Nature, tout ce qu'on veut, c'est faire le lien, aider à faire ces trucs-là. Parce que là, je pose la deuxième question, c'est est-ce que justement aussi on peut se permettre de perdre ces plantes, ce patrimoine mondial, à cause de la misère, de cette misère de ces gens qui sont sur place, mais qui n'est pas grand-chose. Une femme qui collecte des racines de pervenche de Madagascar, elle gagne moins de 1 euro par jour. Si on n'arrive pas à faire quelque chose pour ça, on n'arrive rien à faire. Et moi, je suis convaincu, mon ami Yann Arthus Bertrand, qui a une très très jolie phrase, qui dit « Il est trop tard pour être pessimiste ». Donc moi, je crois qu'on peut faire des choses, et puis on va le faire. Et je voudrais vous faire un dernier petit clin d'œil à une chose qui me semble essentielle aussi, c'est que nous, quand on travaille sur le terrain, 80% des personnes qui sont impliquées dans la collecte des plantes médicinales sont des femmes. Et quand on parvient à rémunérer des femmes, ça fait la différence. Et les consommateurs des cosmétiques sont 80% des femmes aussi. Donc il faut aussi qu'on pense à la féminité dans tout ce qu'on fait et dans les entreprises aussi. 50% de la population mondiale sont des femmes. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas 50% de décideurs encore. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.